Merci, merci monsieur le professeur Mélin Soukramanian, merci professeur Herrera. Chers intervenants, chers participants, chers amis, nous sommes particulièrement heureux d'ouvrir aujourd'hui cette réflexion sur le droit constitutionnel et la géographie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements aux institutions qui ont permis l'organisation de ce colloque. Les universités de Bordeaux, Cergy-Pontoise et Bordeaux-Montaigne, le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne, ainsi que la mairie de Bordeaux qui nous accueille ce soir pour une réception à l'hôtel de ville où tout le monde est convié. Merci également à la FDC, l'Association française de droit constitutionnel, qui nous a donné l'opportunité d'organiser cette rencontre dès cette année 2015. Le professeur Herrera rappelait à l'instant le thème des journées décentralisées de cette année. Alors, à titre personnel, je souhaiterais remercier également Madame le professeur Pontoro et Monsieur le professeur Herrera, cher Carlos, chère Marie-Claire, merci d'avoir immédiatement accepté d'intégrer ce colloque sur le droit constitutionnel et la géographie dans le cadre du programme de formation recherche 2015-2017 qu'on est en train de coordonner ensemble et donc qui s'intitule, je le rappelle, Inventivité juridique et monde global, les frontières du droit, entre parenthèses constitutionnel. Vous reconnaîtrez le style du professeur Pontoro, qui est à l'origine de ce beau titre. Merci également au professeur Pierre-Henri Prélot, qui nous rejoindra demain et qui a co-organisé le colloque avec nous. Donc merci beaucoup, cher Pierre-Henri, à distance. Et merci enfin à Madame Giry, pour ses conseils très utiles dans le montage financier du projet, et surtout à Madame Martine Portillo, qui a simplement été formidable dans l'organisation matérielle du colloque. Donc, très sincère et très chaleureux remerciements à Madame Portillo. Je voudrais également rappeler qu'en 2013, le professeur Herrera et moi-même avons organisé un premier colloque sur les modèles et la modélisation, en droit constitutionnel. Et l'une des conclusions à laquelle nous étions parvenus après cette rencontre, c'était que nous devions élargir notre réflexion en direction d'autres disciplines qui envisagent différemment la question des modèles et de la modélisation. Alors pour les raisons que nous allons vous exposer avec Florence, nous avons décidé de nous intéresser plus précisément à la géographie. Mais je pense que vous aurez déjà deviné un petit peu quelles sont ces raisons, de quel ordre sont ces raisons. Et dans ce contexte, les journées décentralisées de la FDC, de l'Association française de droit constitutionnel, qui porte cette année, je le rappelle, sur le droit constitutionnel et les autres sciences, fournissent un cadre particulièrement opportun. Alors, avant de donner la parole aux géographes et aux juristes qui ont accepté cet exercice difficile, celui qui nous réunit aujourd'hui, nous aimerions préciser, Stéphane et moi, les raisons qui nous ont conduits à initier cette réflexion. Alors, tout le monde l'a compris, ça y est, avec Stéphane. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble, et c'est une collaboration de tous les instants sur beaucoup de plans. Mais c'est vrai qu'elle est devenue beaucoup plus étroite pendant les années de préparation de nos thèses de doctorat qu'on a eu la chance de mener en parallèle, donc Stéphane en droit constitutionnel, en droit public, et moi en géographie. Alors notre approche de la géographie, elle a été au départ très classique, puisqu'elle a commencé sur les bancs de l'hypocagne de Fustel de Coulanges, donc à Strasbourg, le lycée Fustel de Coulanges. Et à l'époque, nous décryptions les cartes topographiques et géologiques des collines sous-vosgiennes, tous les deux. Alors c'est sûr que depuis, ça a bien changé, notre approche de la géographie a bien changé, et elle s'est considérablement bien sûr élargie, notamment grâce à nos formations aux méthodes de gestion et d'analyse de l'information géographique. Alors Stéphane n'a jamais perdu de vue l'approche spatiale du droit, bien au contraire puisque sa thèse comporte des analyses spatiales, et aussi puisque sa thèse s'appuie sur une cartographie fine et systématique
de l'initiative populaire dans les 16 États fédérés allemands. Alors vous voyez ici sur la diapositive qui est projetée, comment on peut utiliser les outils du géographe pour représenter l'information juridique. La thèse de Florence, qui était consacrée à l'irrigation dans le bassin du Rhône, comporte quant à elle deux dimensions juridiques, une double dimension juridique. D'une part, le problème de la gestion des ressources en eau l'a amené à s'intéresser aux droits de l'environnement, et d'autre part, la construction d'une base de données géohistorique l'a conduite à travailler sur les différents maillages territoriaux qui caractérisent la France. Et les trois cartes que vous voyez à l'écran montrent comment le géographe, ou la géographe, peut utiliser l'information juridique pour construire son objet de recherche. Donc, comme beaucoup de chercheurs, nous nous sommes contentés pour l'instant d'emprunter des méthodes issues d'autres disciplines. Alors bien sûr le droit ou la géographie, mais aussi l'histoire et pour ma part l'économie, la sociologie, la climatologie, l'hydrologie. Et c'est pour cela qu'on est particulièrement content d'être là aujourd'hui, puisque notre objectif est désormais plus ambitieux, et c'est le sens de ce colloque. Notre intention, c'est de permettre aux spécialistes de nos deux disciplines, du moins ceux qui le souhaiteraient, de construire un dialogue plus structuré entre le droit constitutionnel et la géographie. Ce dialogue pourra se construire de manière progressive en 3 temps. Dans le cadre de ce colloque, il est d'abord nécessaire que les juristes et les géographes apprennent à se connaître et à se comprendre. C'est le sens du premier ensemble d'interventions que nous allons écouter aujourd'hui et qui vont permettre de contextualiser les rapports entre droit constitutionnel et géographie, alors dans une perspective épistémologique, incluant l'histoire des idées et des disciplines, et dans une perspective plus ouverte sur le terrain, pour reprendre un terme cher aux géographes, une perspective plus ouverte sur le terrain des rapports entre droit et géographie dans l'actualité. Et en ce sens, la table ronde sur les printemps arabes prévue cet après-midi tombe à pic, puisque c'est aujourd'hui que le dialogue national tunisien se voit remettre le prix Nobel de la paix 2015. Ensuite, lors des présentations et des discussions de la journée de demain, nous verrons comment nos deux disciplines peuvent mener chacune des approches pluridisciplinaires sur des objets qui trouvent un écho dans les deux disciplines et qui sont donc très fédérateurs. C'est l'objet des regards croisés où l'on abordera la conceptualisation des objets du droit constitutionnel et de la géographie. Enfin, au-delà de ce colloque et à plus long terme, notre souhait est de favoriser l'émergence de projets de recherche à 4 mains ou plus, dans lesquels les juristes et les géographes pourraient travailler ensemble sur un même problème, sur un même objet, en mobilisant les connaissances, les démarches et les méthodes propres à leur discipline d'origine, tout en développant une démarche qui serait véritablement interdisciplinaire. Et nous sommes convaincus qu'il existe un véritable défi méthodologique, un défi que nos deux disciplines ont toutes deux intérêt à relever. Alors justement, avant d'évoquer cet aspect méthodologique, il nous a paru nécessaire de rappeler brièvement et de manière forcément raccourcie les postures de nos deux disciplines concernant l'ouverture aux autres sciences. Alors nous nous excusons par avance si nous enfonçons des portes ouvertes. C'est un exercice qui est difficile, surtout pour une introduction aussi brève, mais on a pensé que pour une rencontre, il fallait d'abord faire connaissance. Et pour apprendre à faire connaissance, il faut pouvoir parler une langue commune. Alors nous éviterons, dans la mesure du possible, d'utiliser une terminologie trop spécifique à nos deux disciplines, parce que des fois ça peut être un peu technique, mais au risque parfois d'être un peu réducteur. Et nous nous en excusons encore par avance. La géographie est coutumière des ouvertures interdisciplinaires. On pourrait même dire qu'elle porte en elle
cette ouverture disciplinaire et que c'est une science ouverte sur les autres sciences par nature et peut-être même par devoir. Alors, pour faire un historique rapide et pour qu'on comprenne bien le sens de nos interventions aujourd'hui et demain, il faudrait rappeler que la géographie est la fille de l'histoire et au départ une rivale non déclarée de la sociologie et de l'économie, et qu'elle a connu une multitude de remous épistémologiques depuis sa fondation institutionnelle dans les années 1870 par notre fondateur, donc Paul Vidal de Lablache. Au départ, c'était une simple discipline universitaire sans prétention forcément théorique ni méthodologique très avancée, et elle ne se fonde en tant que science qu'à partir des années 1950, rompant ainsi avec une tradition héritée de l'Antiquité, donc qui se fondait sur des méthodes inductives. Alors, cette évolution majeure pour notre discipline a ouvert la géographie à des questionnements d'ordre épistémologique et méthodologique, et surtout aux autres sciences et à des géographies aussi étrangères. Alors, dans ce contexte, il y a eu des tensions, parfois de vives critiques de la géographie qu'on appelle maintenant la géographie vidalienne classique, et notre discipline a même failli disparaître à un moment, ou en tout cas changer radicalement de visage. Dans les années 1960, il y a eu une césure qui s'est confirmée entre la géographie classique et la géographie scientifique, mais aussi qui s'est compliquée d'une césure géographie physique, géographie humaine. Alors, du côté des géographes héritiers de la tradition classique vidalienne, la géographie physique avait la primauté. Ils étaient les héritiers d'une approche fondée sur la connaissance des milieux et ils donnaient l'avantage aux sciences de la terre et du vivant. Du côté des géographes, par contre, donc attachés à l'affirmation de leur discipline en tant que science, on retrouve des géographes physiciens, mais surtout des géographes humains. Leur point commun, c'était sans doute d'être fortement influencés par les géographies anglo-saxonnes et de s'intéresser, alors selon des degrés variables, à l'homme et à ses aménagements. Ces géographes plus ouverts sur les sciences faisaient couramment et font toujours couramment des incursions du côté des autres sciences humaines et sociales. Alors, ces débats internes, parfois très vifs, ont fait craindre une partition de la géographie, puisque certains courants se sentaient plus d'affinité, donc on l'a compris, avec les sciences de la nature, et puis d'autres avec les sciences humaines et sociales. Et cette rivalité entre la géographie physique et la géographie humaine avait trouvé, donc jusqu'à une date assez récente finalement, son meilleur symbole dans l'ancienne organisation du concours de l'agrégation externe de géographie, qui avait été créée en 1944. Et dès cette date, l'épreuve reine de l'agrégation est la composition de géographie physique. Alors complétée, il est vrai, par des compositions de géographie humaine, de géographie régionale et d'histoire. Alors, les enseignants d'histoire et de géographie, qui sont très majoritairement des historiens de formation, on le sait, et qui ont été longtemps coupés des débats théoriques qui agitaient la géographie, relaient généralement une vision éculée de notre discipline. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pour cela que trop souvent, encore, la géographie est réduite dans notre imaginaire collectif à la connaissance des chaînes de montagnes, des grands fleuves et des zones climatiques. Heureusement, la partition entre ces deux clans de géographes qui au mieux ne se comprennent pas et au pire s'opposent violemment montre tout de même vite sa vacuité, puisqu'au tournant des années 1970-1980, la géographie opère une profonde refondation épistémologique. Dans le domaine des études environnementales notamment, les géographes physiciens commencent à privilégier les approches d'interface et s'attachent à se réconcilier progressivement avec les géographes humains en intégrant des facteurs anthropiques à leurs analyses. Bon, c'était progressif, mais c'était notable. S'ouvrant au monde et à l'internationalisation des connaissances, les géographes expérimentent de nouvelles idées, animent de nouveaux courants de pensée qui viennent nourrir leur approche de l'espace. Alors, il serait trop réducteur ici de vouloir les citer tous, et puis c'est un peu hors de propos, mais le foisonnement des propositions géographiques est très riche, et que ce soit du côté de la géographie globale, de la géographie systémique, de la géopolitique, de la géographie culturelle, de la géographie des représentations ou de la géographie environnementale, un trait commun se consolide, puisque la géographie s'intéresse à la spatialisation des phénomènes. Alors, en ce sens, il semble d'ailleurs que la proposition de ce que l'on appelle la géographie sociale
qui définit la géographie comme la science de l'espace des sociétés, permettent aujourd'hui à tous les courants de se retrouver en une forme de synthèse épistémologique. Cette géographie sociale est actuellement considérée comme étant la plus fédératrice pour la communauté des géographes. Elle fait constamment référence à l'espace. Les géographes se concentrent sur l'espace, qu'il soit habité, vécu, perçu, représenté, rationalisé, délimité, flou, aménagé, protégé, objectivé, imaginé, etc. Et cela fonde la spécificité de la géographie en tant que science sociale. Cette posture permet aux géographes les plus optimistes, dont je pense que ici nous faisons tous partie, de réunir ce qui avait été désuni, et cela nous fournit un cadre de réflexion solide. Alors ces anciens clivages perdurent encore, même s'ils sont considérablement quand même atténués. Ils ont vocation à être dépassés, et c'est le sens de la réforme de l'agrégation externe de géographie de 2002, qui distingue non plus la géographie physique de la géographie humaine, mais la géographie thématique de la géographie des territoires. La nouvelle agrégation permet surtout aux différentes filières universitaires d'être représentées par la création d'une épreuve de commentaire de documents à option. Donc il y a 3 options: espace, territoire, société, milieu et environnement, et aménagement. Dans cette optique, donc, chaque parcours individuel, chaque courant épistémologique trouve un moyen d'expression. Alors, par son histoire et ses évolutions successives et imbriquées, la géographie porte donc dans ses gènes l'interdisciplinarité. Et elle développe même actuellement son intérêt pour la transdisciplinarité en guise de nouvel enjeu épistémologique. Alors, le dialogue et le travail en commun, bien sûr, avec d'autres disciplines, donnent un sens plus vaste à l'étude des interrelations socio-spatiales, et les géographes sont coutumiers des projets de recherche interdisciplinaires. Alors, justement, pourquoi le droit, et pourquoi le droit constitutionnel, en dehors des raisons qu'on a compris? Car la dimension juridique, bien sûr, de l'espace est évidemment au cœur des préoccupations du géographe. Les normes organisent, délimitent, partitionnent, fractionnent, zonent, maillent les espaces. Et c'est particulièrement évident, bien sûr, dans le domaine de la géographie politique, de la géopolitique, de la géographie électorale ou de la géographie des mailles territoriales. Ce l'est tout autant pour les aménageurs, les urbanistes, les spécialistes de l'environnement, ou même les géographes qui travaillent sur les représentations collectives ou individuelles de l'espace. Alors, est-il possible, est-il souhaitable de s'émanciper de l'espace juridique? Je pense que cette question trouvera des réponses cet après-midi et demain. À la différence de la géographie, le droit constitutionnel en particulier, et même le droit en général, sont sans doute moins coutumiers des approches interdisciplinaires, au sens où on irait voir ailleurs que dans les autres disciplines juridiques. Cela s'explique en partie par l'objet même de la science juridique qui semble, de prime abord du moins, aisément identifiable, les règles de droit, qui seraient le strict monopole des disciplines juridiques. L'émergence de la science du droit constitutionnel en France, après la Révolution de 1789, a été lente et difficile, ce qui s'explique notamment par la succession d'un nombre important de régimes politiques au XIXe siècle. La fondation du droit constitutionnel comme discipline revendiquant son caractère scientifique date des années 1890. Elle est donc plus précoce que la fondation de la géographie comme science. On peut retenir une date, c'est 1896. La réforme qui a lieu en 1896 va profondément et durablement modifier le concours d'agrégation, parce qu'à partir de 1896, le concours unique de 1855, jusqu'alors concentré sur le droit privé, est divisé en 4. On avait un concours d'agrégation de droit, on en a 4 à partir de 1896. L'agrégation de droit privé et de droit pénal, l'agrégation de droit public, le droit constitutionnel en fait partie, l'agrégation d'histoire du droit et l'agrégation d'économie politique. Ces différentes agrégations du supérieur existent encore aujourd'hui, mais l'économie ne fait plus partie des facultés de droit aujourd'hui. Alors dans ce contexte, qu'en est-il de la perception de la géographie par les pères fondateurs du droit constitutionnel, sans proposer aujourd'hui une étude exhaustive?
Je citerai simplement l'ouvrage d'Adhémar Esmin, publié en 1896, donc la même année que la création de l'agrégation de droit public. Adhémar Esmin publie ses éléments de droit constitutionnel, titre de l'ouvrage, et lorsqu'il présente sa méthode ouvertement scientifique, il insiste sur la nécessité de recourir à l'histoire et au droit comparé pour construire une théorie juridique des institutions et pour analyser le droit constitutionnel positif, c'est-à-dire à l'époque le droit constitutionnel en vigueur sous la Troisième République. Ces deux parties de son ouvrage se retrouvent d'ailleurs aujourd'hui encore dans le cours magistral de droit constitutionnel qui est scindé en règle générale dans les facultés de droit françaises en 2 semestres. Le premier consacré à l'étude de la théorie générale des régimes étrangers, le deuxième à l'étude du régime contemporain, la Ve République. Alors même si la référence à la géographie est moins explicite que la référence à l'histoire dans les manuels de droit constitutionnel, dans les cours, dans les écrits, il existe malgré tout un lien qu'on pourrait caractériser d'originel entre le droit constitutionnel et la géographie par l'intermédiaire du droit comparé. Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté, car la réflexion sur les institutions politiques s'est toujours nourrie depuis l'Antiquité d'un regard sur l'organisation de la cité des autres. La perception par les constitutionnalistes des variations géographiques du droit politique est une question qui mérite bien entendu de plus ample développement. Nous avions prévu une communication sur ce thème dans la version initiale et idéale du programme du colloque, mais pour diverses raisons, il nous a été finalement impossible de trouver un intervenant. C'est une lacune que nous assumons, mais cette lacune est également révélatrice et prouve par elle-même que la question mérite un travail de plus grande envergure. Nous espérons malgré tout que certaines réponses seront apportées à cette question au cours de ces 2 journées. Au regard des remous qui ont agité la géographie, le droit constitutionnel se caractérise par une relative stabilité. Bien sûr, la discipline a évolué depuis les années 1890, fort heureusement, et ces évolutions sont dues au changement de régime politique intervenu au XXe siècle et sont liées aux différents courants qui traversent la discipline. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on retiendra principalement 2 transformations. Premièrement, la distanciation par rapport à la science politique, depuis notamment la création de l'agrégation de sciences politiques en 1973. Et deuxième transformation importante de notre discipline, le recentrage du droit constitutionnel sur l'étude de la jurisprudence du Conseil constitutionnel créé en 1958. Ces évolutions n'ont pas favorisé le développement d'un intérêt des constitutionnalistes pour les autres sciences. C'est compréhensible, mais c'est en même temps regrettable, à mon sens. En revanche, il est possible de citer un certain nombre d'initiatives associant des géographes et des juristes venant d'autres disciplines que le droit constitutionnel. Ainsi, la Geography of Law, ou la Legal Geography, se développe outre-Atlantique à partir des années 1990. Citons les travaux du géographe américain Nicholas Blomley, de la criminologue canadienne Mariana Valverde ou plus récemment du géographe canadien Patrick Forrest. Des recherches pluridisciplinaires, collectives, sur le droit et la géographie commencent également à se développer en France, surtout depuis la fin des années 2000, à l'initiative notamment de la juriste Geneviève Couby, une ancienne de Cergy également, mais sur des thématiques souvent très spécialisées, comme l'environnement ou l'urbanisme. On peut citer en ce sens le dernier numéro de la revue Développement durable et territoire qui est paru en mars 2015 et qui s'intitule
géographie et droit, géographie au pluriel, droit au pluriel, avec les jolies parenthèses. Alors ce numéro présente entre autres un article de Patrick Forrest, le jeune géographe canadien, sur lequel je vous propose de nous attarder un instant. Alors voyons ce qu'il propose à la fin de son texte en guise de regard prospectif. On peut lire ensemble. Géographie du droit pourrait naturellement se développer dans les secteurs où les deux disciplines ont le plus en commun, que ce soit à travers des concepts clés, territoire, frontières, environnement, espace public, espace privé, ou des branches où il existe déjà une certaine complémentarité, le droit international, le droit de la mer, le droit de l'environnement, l'aménagement du territoire. Il continue. Aussi, ce rapport interdisciplinaire à la norme et à l'espace pourrait largement bénéficier des récents développements dans le domaine des systèmes d'information géographique, SIG, nous en reparlerons. Cette citation nous conduit à faire deux remarques. Premièrement, l'absence du droit constitutionnel. L'absence du droit constitutionnel dans les branches que cite Patrick Forrest est symptomatique et justifie pleinement notre réflexion actuelle. Comme les autres disciplines juridiques qu'il évoque, le droit constitutionnel a lui aussi un certain nombre d'objets en commun avec la géographie, comme l'État, la frontière, le territoire, le peuple, la population. Alors Florence m'a dit qu'il ne fallait plus employer en géographie le terme de population. Bon. Là, je me suis pas dit qu'il ne fallait pas. En tout cas, on essaye de se parler. Bon, c'est des termes. Deuxièmement, deuxième remarque que nous inspire cette citation, elle concerne les SIG. Et nous sommes, bien sûr, convaincus de la pertinence du développement de systèmes d'information géographique appliqués au droit. C'est d'ailleurs une proposition que j'affine depuis 2011, dans la continuité de ma thèse, et qui vise à construire une approche du droit, le droit conçu comme ensemble d'informations juridiques. J'ai proposé d'appeler cette démarche la jurématique. Alors, ce terme est un néologisme, il ne parlera pas forcément à mes chers collègues juristes, mais les géographes reconnaîtront la référence évidente à la géomatique. Et donc vous voyez ici une capture d'écran du site internet de Stéphane, qu'il a conçu concernant, donc consacré à la jurématique, donc jurématique.fr, un peu de publicité gratuite. Alors, réfléchir sur les rapports entre droit constitutionnel et géographie n'est donc pas seulement une nécessité épistémologique, c'est bien sûr un véritable défi méthodologique. Et c'est ce que nous allons essayer de voir avec vous maintenant. Alors, avant toute chose, et pour affirmer le caractère interdisciplinaire des réflexions qui vont suivre, nous aimerions rappeler qu'il ne s'agit pas ici de mettre une de nos deux disciplines au service de l'autre. Le géographe ne doit pas être l'ingénieur du juriste, parce que c'est souvent comme ça qu'on nous voit, et le juriste ne doit pas être la simple caution du géographe qui s'intéresse à la norme. Ceci posé, nous sommes partis d'un constat qui est partagé par tous, que l'hyperspécialisation de certaines études géographiques ou juridiques se fait au détriment d'une cohérence d'ensemble. Alors, la principale explication tient sans doute à ce que l'information se multiplie, se diversifie, se complexifie sans cesse. Il faut donc trouver des démarches propres à gérer cette information pour ensuite pouvoir l'analyser. Et autre impératif de taille extrêmement important, il s'agit de prendre en compte à la fois la dimension spatiale et la dimension temporelle de l'information. Alors, l'espace réunissant nos deux disciplines, c'est donc du côté de la géographie que nous avons cherché des méthodes et des concepts opératoires. Le géographe, en tant qu'expert de l'espace, est bien placé pour répondre à ces exigences que je viens d'évoquer. L'approche systémique nous a particulièrement intéressés, puisqu'elle est très opératoire en ce qui concerne l'interdisciplinarité, et notamment donc, son développement le plus récent, celui des systèmes d'information géographique ou SIG. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui de promouvoir l'utilisation d'un logiciel particulier, la construction d'une simple cartographie automatique ou la constitution de catalogues de données de nature et de types différents. Un SIG, c'est bien sûr un peu tout cela à la fois, mais c'est aussi et encore bien plus que cela.
Il serait donc très réducteur de ne voir dans les SIG que de simples outils informatiques, et cette mise en garde est partagée par tous les spécialistes de la question. Alors, un SIG doit se concevoir comme une modélisation problématisée du réel, et il repose sur la constitution d'une base de données géoréférencée qui répond à un ou plusieurs questionnements scientifiques, grâce à cette base de données, donc, on peut gérer énormément d'informations. Heureusement, l'aspect très technique, qui était un peu rébarbatif il y a encore 10, 20, 30 ans, est en train de s'atténuer. C'est de moins en moins un obstacle, puisqu'on dispose maintenant de logiciels qui sont extrêmement conviviaux et performants. Alors, pour élaborer un véritable système d'information juridique et géographique, nous avons retenu 4 principes qui nous paraissent fondamentaux. Et qui sont sur la diapositive précédente. Oh, pardon. Pas de mal. Je suis allée trop vite, excusez-moi. Oui, alors d'abord, le premier principe, c'est bien sûr que l'approche interdisciplinaire, entraînant forcément un travail d'équipe, c'est toujours le cas d'ailleurs quand on élabore un SIG. Alors non seulement c'est un travail qui est extrêmement trop vaste pour une seule personne, mais cela permet aussi à chacun des contributeurs du système d'apporter son expertise propre et de composer une des facettes du système. Donc le lien humain demande à être assumé par un ou deux modérateurs, maximum, parce que sinon c'est trop compliqué. Et le lien disciplinaire est assuré par la nécessaire spatialisation des phénomènes. Il faut donc que ce système d'information juridique et géographique soit conçu de manière ouverte et participative. Ensuite, un tel système doit être conçu de manière relationnelle, c'est-à-dire en permettant l'emboîtement d'unités spatiales de nature et de temporalité différentes. Cette dimension multiscalaire, donc d'articulation des échelles d'analyse, est un des principes fondamentaux de la géographie. Et le droit a bien sûr tout intérêt à l'intégrer dans ses propres questionnements. Nous pensons notamment au rapport entre droits nationaux et droits supranationaux. De plus, un tel système se doit d'être à la fois pérenne dans le temps et évolutif, afin de pouvoir être facilement mis à jour et nourri, voire augmenter d'autres informations. Alors, grâce aux améliorations informatiques permanentes, il n'y a pratiquement plus de limites à ces systèmes d'information, sinon des limites humaines. C'est notre faute. Enfin, un système d'information juridique et géographique permettrait d'allier la gestion, le traitement et l'analyse de l'information géoréférencée, et donc de cartographier rapidement l'information. Alors la carte, c'est bien sûr la production privilégiée de nombreux géographes, mais elle peut également contribuer à la lecture et à la compréhension des phénomènes juridiques, comme le test de Stéphane l'a très bien montré. Alors je conclurai rapidement notre propos avec 3 pistes de réflexion pour la création d'un système d'information géographique en droit constitutionnel. Premièrement, l'intérêt d'un SIG me paraît évident pour le droit constitutionnel comparé. L'un des objectifs des comparatistes étant de construire des typologies, le SIG devient un instrument incontournable. Les cartes, trop souvent absentes des travaux de droit comparé, peuvent avoir un véritable intérêt heuristique. Deuxièmement, pour les constitutionnalistes qui s'intéressent au seul droit français, parce qu'il y en a aussi quelques-uns. Donc pour ceux-là qui s'intéressent souvent à la jurisprudence du droit constitutionnel, l'apport d'un SIG n'est peut-être pas perceptible immédiatement, surtout si l'on prend en compte uniquement sa dimension spatiale. Mais comme Florence vient de l'expliquer, l'emboîtement des échelles temporelles, donc la dimension historique, succession des décisions de justice, est tout aussi important et systématique que l'emboîtement des échelles spatiales. Il est tout à fait possible de concevoir un système d'information juridique consacré à un seul État, sur un thème donné, à partir d'un corpus jurisprudentiel spécifique et en fonction d'une problématique à construire. Rien n'empêche ensuite de l'intégrer à un système d'information géographique plus vaste, qui inclurait un ou plusieurs autres États. Car on sait bien que même pour les thèses de droit constitutionnel interne, les références au droit comparé sont toujours les bienvenues. Par conséquent, pourquoi ne pas essayer de faire ces références de manière peut-être plus rigoureuse ?
Enfin, troisième et dernière proposition, très pratique. Comme l'a rappelé Florence, les logiciels permettant de créer un système d'information géographique sont de plus en plus accessibles d'un point de vue technique. Mais pour des non-spécialistes, cela ne va pas nécessairement de soi. C'est pour cette raison que nous souhaitons proposer à l'école doctorale Montaigne Humanité de l'Université de Bordeaux-Montaigne et à l'école doctorale de droit de l'Université de Bordeaux, dont je salue le professeur Ourcubi, directeur. Nous souhaitons proposer aux deux écoles doctorales un cycle d'ateliers visant à initier nos jeunes collègues, jeunes chercheurs, au système d'information géographique, donc un atelier qui serait destiné à la formation doctorale. Nous vous remercions pour votre attention et nous cédons immédiatement la parole aux intervenants de la première partie.